Les concertations nationales ont été annoncées par l'ordonnance présidentielle signée par le président Joseph Kabila. Eh bien, la lecture est faite, beaucoup d'interprétations autour justement de cette décision présidentielle. Est-ce que la classe politique pourra réellement s'entendre pour que réellement le peuple se retrouve en concertation? Nous allons évoquer cette question ce soir, mais d'abord l'actualité. Lambert Mende, vous êtes notre invité ce soir. Bienvenue au Grand Journal. Merci. Alors, d'abord l'actualité. Vous avez suivi les folles rumeurs. Pourquoi ces rumeurs? Le colonel Mamadou Ndala, qui dirige les opérations au front, serait rappelé à Kinshasa. D'où sont parties ces rumeurs? Ces rumeurs sont parties de page Facebook du M23 et d'autres réseaux sociaux proches de nos voisins rwandais qui sont habitués à désinformer le public congolais lorsqu'ils sont en difficulté sur le champ militaire, essayer de désorganiser, de déstabiliser, de démobiliser. Il n'y a eu en fait aucune décision rappelant un quelconque de nos officiers de la ligne des fronts, ni le commandant région, ni le commandant des opérations. On a même dit dans ces réseaux sociaux qu'on avait limogé le général d'armée Olenga, dont vous savez que l'arrivée à la tête de la force terrestre a galvanisé les troupes. Une fausse information encore. Tout a été fait pour créer une sorte de panique dans nos populations. Cela ne nous étonne pas du tout de la part de nos adversaires. Ce qui nous choque un peu, c'est la fragilité d'une partie de notre opinion. Comment peut-on se montrer si réceptif à des mouvements qui sont téléguidés par l'ennemi? Sans que des informations ne soient venues de sources officielles, des gens ont cru qu'il fallait manifester. Donc là, je pense que c'est un point noir que l'ennemi pourrait rapidement profiter pour faire de nous un ventre mou. Justement, à propos de la situation de l'Est, quelle est l'évolution depuis la tenue de votre récent point de presse avec un bilan lourd, 120 éléments assaillants tués dans les rangs du M23 avec l'armée régulière rwandaise, et puis 10 du côté des FARDC et quelques capturés parmi les éléments du M23. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui? La situation a évolué très favorablement pour la République démocratique du Congo. Le bilan s'est hélas alourdi en proportion. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 200 tués dans les rangs de nos assaillants. Nous avons, hélas, dans nos rangs, eu une demi-dizaine encore. Ça fait monter à une quinzaine de tués dans les rangs des FARDC, mais plus de 200 dans les rangs des assaillants. On a eu d'autres prisonniers qui ont été faits, dont un officier parmi les forces assaillantes. Nous avons pu progresser, occuper de nouveaux espaces. Du M23 ou de l'armée rwandaise? On va l'identifier. Jusque-là, c'est M23, mais les identifications vont suivre. La sécurité militaire va nous aider, la justice militaire également, et nous en saurons plus dans les heures qui viennent. Combien de positions récupérées par les forces loyalistes? En tout cas, plusieurs positions. On peut les compter par dizaines. On parle des Kikingi. Est-ce que c'est vrai? Les FARDC ont-elles réellement récupéré Kikingi? Les FARDC sont obligés de nettoyer tous les espaces d'où partent des tirs hostiles contre la population et contre elle-même. Et cette montagne dont vous parlez fait partie de ces points-là. Donc, il a été décidé par souci de sécuriser davantage les populations de cette partie du territoire, d'occuper cet espace-là, d'où les M23 s'étaient repliés dans la précipitation. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour occuper militairement les positions reprises, récupérées, sécuriser la population locale? Ces positions sont occupées. Il n'y a pas à prendre des dispositions. Les dispositions ont déjà été prises. Donc il faut en parler. Dans le passé, ces positions sont sous le contrôle des FARDC et les FARDC ne s'arrêteront que le jour où l'ensemble du territoire de la RDC sera libéré de la présence de ses ennemis. Les forces ennemies parlent de l'entrée en jeu de la MONUSCO et de la force internationale, la brigade internationale. Ici, vous confirmez ou infirmez
ces accusations? Est-ce que réellement les FARDC se battent seuls? D'abord, il ne s'agit pas d'accusation, c'est un faux débat. La force internationale est là pour porter assistance au FARDC. Donc, qu'elle combatte aux côtés des FARDC ou non, ce n'est pas un problème d'accuser ou pas accuser. Elle est là pour cela, mais le fait est que, jusqu'il y a quelques heures, les FARDC n'ont pas eu besoin de cette intervention de la force internationale, puisqu'elle suffisait elle-même à l'ouvrage. Mais il est vrai qu'une collaboration existe. C'est pour cela que cette brigade internationale a été instituée pour libérer ces espaces des forces négatives qui les occupaient, de concert avec les FARDC. Donc il y a des tâches que la brigade internationale entreprend, que les FARDC auraient dû entreprendre. Par exemple, la sécurisation des arrières, par exemple, le ravitaillement, par exemple, les renseignements. C'est une participation que nous apprécions à l'effort que les FARDC entreprennent. Certains médias périphériques parlent de l'usage des hélicoptères dans les combats actuels, dont RFI justement qui en a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique le sursaut des forces armées de la République maintenant, qui inflige des échecs justement ou des défaites aux forces ennemies? Mais l'explication est tout à fait rationnelle, c'est qu'auparavant, les FARDC ne disposaient pas de ces moyens, donc elles ne pouvaient pas utiliser ce dont elles ne disposaient pas, et que maintenant, avec les efforts que le président de la République nous a imposés à tous, c'est la nation qui a payé tout cela. Depuis 2009, on a décidé de se doter d'une armée digne de ce nom. C'est vrai que quand nous en parlions, ça suscitait plus ou moins le pessimisme des uns et des autres, quand nous disions qu'il faut du temps pour donner à une armée toute sa vigueur. Nous avons donc pris ce temps, 2009, nous sommes à 2013, et aujourd'hui, vous assistez simplement à la réalité de cette montée en puissance qui a été financée par vous-même. C'est le peuple congolais, sous l'égide du président Joseph Kabila, qui a mis à la disposition des forces armées les moyens qui sont utilisés aujourd'hui. Il faut s'en féliciter. Alors, les FARDC, à printemps, sont déterminés à récupérer le territoire des Rutshuru, mais curieusement, la presse en parle depuis hier. La MONUSCO s'interpose pour dire « Eh bien, pouvez vous arrêter, ne poursuivez plus l'ennemi ». Est-ce qu'il y a des informations vraiment exactes à ce sujet? Il est difficile, lorsqu'on n'est pas spécialiste de stratégie militaire, d'évaluer de manière tout à fait objective les actions des forces armées sur un théâtre d'opération. Ce n'est pas parce qu'une force armée s'arrête qu'elle cesse de guerroyer. Peut-être s'arrête-t-elle pour des raisons stratégiques, peut-être s'arrête-t-elle pour des raisons logistiques. Donc il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la guerre se mette à lire les mouvements des forces armées et à noyer l'opinion publique de commentaires qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe sur le champ des opérations. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, gouvernement de la RDC et les FARDC, qui sont une force sous notre commandement, nous apprécions très positivement la collaboration qui existe entre la force MONUSCO, la brigade internationale et nos forces armées. Et qu'à aucun moment, nous n'avons eu l'impression que la brigade internationale ou la force MONUSCO voulait nous empêcher d'accomplir notre devoir de libérer notre pays. Tout le reste, c'est des fausses supputations qui sont répandues par nos ennemis. Vous avez passé beaucoup de temps à Kampala, on termine par là, du moins pour ces sujets d'actualité, avec un interlocuteur que vous avez découvert finalement, le M23 n'est pas réellement le M23. Êtes-vous toujours convaincu qu'il faut continuer à parler avec le M23 ? Ils sont dépourvus d'autonomie. Ça, c'est la réalité. Mais ils existent. C'est une partie de notre peuple qui a trahi et qui est allé de l'autre côté de la barricade. Et que nous voulons ramener pour couper le cordon ombilical entre les agresseurs de notre pays qui nous assiègent depuis 1998 et toutes les couches de notre peuple. Rien qu'en faisant cela, nous aurons rendu un signalé service à la paix dans notre pays, parce qu'il n'y aura pas de prétexte, parce qu'il n'y aura pas de passerelle des agresseurs vers notre pays. C'est la seule raison qui nous pousse à parler avec ces gens. Mais
on ne peut pas dire qu'ils sont déterminants dans la poursuite ou la non-poursuite de la guerre. Alors, oui, dernier point concernant ce sujet, le gouvernement congolais, comment compte-t-il capitaliser les dernières révélations troublantes des officiers rwandais à partir de l'Afrique du Sud concernant justement la crise dans l'est du pays? Et puis de deux, sur le plan diplomatique, on annonce, vous avez suivi l'affaire des Chebab, qui sont capitalisés, les islamistes somaliens. Est-ce que vous préparez une action diplomatique au niveau de l'ONU? Mais l'action diplomatique a déjà été entreprise. Et pour tout vous dire, nous n'avons pas attendu les dénonciations par le général Kayumba et le colonel Karegeya pour saisir les Nations Unies de ce que le Rwanda est en train de faire en République démocratique du Congo. Les propos de ces deux anciens proches du président Kagame sont venus en fait confirmer ce que notre diplomatie répète depuis des années dans le concert des nations et qui a entraîné certains pays déjà à envisager des sanctions contre les autorités du Rwanda. Donc ce n'est qu'une confirmation qu'on a obtenue de la part de ces deux officiers. S'agissant des Shabab, je peux effectivement vous dire que c'est une réalité que ces terroristes somaliens ont rejoint leurs congénères du nord de l'Ouganda qui combattent le président Museveni et essayent effectivement de se créer une sorte de sanctuaire dans le Grand Nord, d'où notre armée a reçu l'instruction de les chasser. On les a chassés de Kamango, on les a chassés d'autres petites localités, mais nous espérons que la pression va continuer et nous venons de recevoir un appui notable de la brigade internationale qui a commis quelques unités qui vont travailler avec les FARDC dans le Grand Nord. Nous parlons maintenant concertation à cette période où les FARDC ont le vent en poupe. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre l'accélérateur ou le pied sur l'accélérateur pour la tenue des concertations nationales? Absolument. Nous avons déjà annoncé, le président l'a dit depuis l'année dernière, qu'il comptait sur 3 axes pour ramener la paix de manière durable dans le pays. Et vous le savez, la paix elle ne se gagne pas seulement sur un champ de bataille. La paix se gagne aussi dans les cœurs des Congolaises et des Congolais qui doivent accepter de ne plus jamais servir de voie de passage pour les agresseurs qui attaquent militairement notre pays. Et c'est ce que le président a décidé de faire en appelant autour de lui toutes les catégories des Congolaises et des Congolais, pas seulement la classe politique, puisque j'entends des gens dire qu'on a convoqué les concertations pour une rencontre entre la majorité et l'opposition, que non, on a appelé toutes les composantes de la nation congolaise. Et puisque la majorité et l'opposition en sont, Dieu merci, elles seront là. Mais il y a aussi la société civile, mais il y a aussi la chefferie coutumière, il y a les femmes, il y a les jeunes. Tout le monde qui fait partie du Congo et qui aime le Congo a été convié par le président à ces discussions qui vont avoir lieu. Oui, parmi les prolégomènes, il y a l'opposition qui ne reconnaît pas la paternité de l'initiative au président de la République, Joseph Kabila. Il attribue plutôt à l'Union africaine à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Quelle est votre réaction? Je vous reprendrai d'abord en disant que ce n'est pas l'opposition qui a dit cela, c'est une frange de l'opposition. Vous conviendrez avec moi que cette opposition est passablement divisée. Je ne sais pas en combien de franges. Ça vous profite. C'est une des franges. Ça vous réjouit. S'agissant d'un moment où nous avons besoin de faire l'union de la nation contre une agression extérieure, cela nous peine. Cela gêne la démarche du président parce que nous voulons vraiment le plus de Congolais possible autour de la nation, pas autour du président ou autour de qui que ce soit. Et donc ça, c'est la première chose que je tenais à dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment être aveugle, sourd et de mauvaise foi de surcroît pour ne pas reconnaître la paternité de cette initiative au président de la République. D'abord, c'est le 15 décembre que le président a annoncé cette initiative. Ensuite, c'est sur base d'une constitution qui, en son article 69, lui donne la mission d'agir de la sorte lorsque la situation connaît un déroulement ou un tournant tel que nous le connaissons actuellement. En troisième lieu... Là, le président, monsieur le ministre, a parlé de concertation nationale, mais oui. L'accord cadre d'Addis Abeba parle du dialogue. Oui, mais l'accord cadre est venu après l'annonce par le président, et de toute façon, le débat sémantique n'a pas lieu d'être.